Bonjour à tous, voici le dernier diaporama sur la respiration chez les animaux, où nous allons aborder la fonction respiratoire du sang, notamment le rôle de l'hémoglobine dans le transport du dioxygène, mais également du CO2. Donc grand 4, la fonction respiratoire du sang chez l'homme. Vous avez ici un petit document qui vous représente les deux mécanismes de transport des gaz respiratoires dans le plasma et dans le sang en général. Donc les gaz peuvent être transportés soit sous forme dissoute dans le plasma, soit sous forme combinée, c'est-à-dire liés à des pigments respiratoires, les pigments respiratoires étant des protéines qui vont assurer le transport du gaz. Donc les pigments respiratoires chez l'homme, ce sont les hémoglobines qui sont localisées à l'intérieur des hématies, qui sont donc les cellules qu'on appelle également les globules rouges. Donc nous allons voir quelles sont les proportions de dioxygène qui sont transportées sous forme dissoute et sous forme liée à des pigments respiratoires. Ce tableau représente le volume de gaz qui est transporté sous forme dissoute ou sous forme combinée dans le sang pour le dioxygène, le CO2 et le diazote. Et vous pouvez constater que la forme combinée est la forme majoritaire de transport de dioxygène et de CO2 dans le sang, puisque la majorité du volume d'oxygène et de CO2 est transportée donc sous forme combinée et non dissoute dans le plasma. Donc ça, c'est lié au fait que les constantes de solubilité de ces gaz sont relativement faibles dans l'eau. Et donc, l'évolution a sélectionné des mécanismes pour augmenter la capacité, on dit oxyphorique du sang, c'est-à-dire la capacité à transporter le dioxygène, notamment en sélectionnant des pigments qui sont capables de transporter le dioxygène et d'augmenter son taux dans le sang. Donc le volume qui va pouvoir être transporté de dioxygène dans le sang va être plus élevé grâce à l'hémoglobine. Et il en est de même pour le CO2 qui va utiliser l'hémoglobine pour son transport, mais aussi d'autres mécanismes, notamment il va se combiner pour former des ions hydrogénocarbonate avec de l'eau. Donc pour résumer ce petit tableau, nous pouvons voir que la forme de transport du dioxygène et du CO2 est principalement la forme combinée à l'hémoglobine ou à d'autres ions dans le cas du CO2. Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser au transport du dioxygène, notamment grâce à l'hémoglobine. Alors qu'est-ce que l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est une protéine à structure quaternaire, c'est-à-dire qui est formée de plusieurs sous-unités protéiques. Donc les cellules qui contiennent l'hémoglobine, ce sont les érythrocytes, que l'on appelle également les hématies, et qui sont anucléées chez les mammifères, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur noyau. Et on a pu estimer qu'un globule rouge contenait à peu près 280 millions de protéines d'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, comme vous pouvez le voir sur ces différents schémas, est formée de 4 sous-unités, c'est-à-dire 4 protéines qui vont s'associer entre elles. 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Et une hémoglobine, c'est 4 globines qui sont associées à une partie non protéique que l'on appelle l'hème. Donc la sous-unité, en fait, est formée d'une partie protéique que l'on appelle la globine et d'une partie non protéique, l'hème. Alors l'hème, vous avez sa représentation complètement sur la gauche. C'est une structure qui contient beaucoup de doubles liaisons, qui est plane et qui contient un atome de fer sous forme Fe2+, donc ionisé en son centre. Et c'est cet atome de fer sous forme Fe2+, qui va servir à fixer réversiblement le dioxygène. Donc la globine et l'hème sont liés de manière covalente, c'est-à-dire des liaisons fortes. Donc l'hème ne se sépare jamais de la globine. Mais par contre, le dioxygène va pouvoir se fixer de manière réversible avec le fer, Fe2+, et donc va pouvoir s'associer dans les poumons à l'hémoglobine, mais être relâché au niveau des tissus vers les cellules. Donc les 4 sous-unités vont ensuite s'associer entre elles pour former l'hémoglobine. Et l'hémoglobine contient donc 4 M, donc 4 ions Fe2+, qui vont être capables de fixer chacun un dioxygène, une molécule de dioxygène. Donc finalement, l'hémoglobine est capable de fixer 4 dioxygènes sous cette forme. Les sous-unités entre elles sont reliées par des liaisons faibles, et ça c'est important, parce que ça va permettre à la molécule de pouvoir changer éventuellement de forme en rompant et en reformant d'autres liaisons faibles. Donc l'intérêt des liaisons faibles, c'est qu'elles sont beaucoup plus flexibles. Et cette propriété est très importante au niveau de la fonction de l'hémoglobine. Alors cette diapositive vous montre une représentation schématique de la fixation du dioxygène sur l'ion Fe2+, localisé au niveau de l'hème.
Donc la globine est représentée en rouge, donc elle a une structure globulaire et l'hème est localisé à l'intérieur de cette structure globulaire. Et le fer est donc situé au centre de l'hème et va fixer le dioxygène de manière réversible. Donc on peut écrire l'équation de fixation du dioxygène sur une seule sous-unité de la manière suivante. Globine plus O2 donne globine oxygénée. Donc cette fixation se réalise sur le Fe2+ de l'hème et elle est réversible, ce qui lui permet donc de se réaliser au niveau des régions respiratoires. Donc le dioxygène en forte concentration va se fixer sur l'ion Fe2+. Et au niveau des tissus, par contre, la pression d'oxygène est relativement faible et donc le dioxygène va se détacher et c'est la forme globine non oxygénée, donc Gb, qui va être favorisée. Maintenant, nous pouvons écrire l'équation en ce qui concerne l'hémoglobine en entier, qui est formée donc de 4 sous-unités. Au niveau des poumons, le dioxygène se fixe. Donc d'abord, une première sous-unité va fixer le dioxygène, donc l'hémoglobine va être sous forme HbO2. Puis ensuite, une autre sous-unité va fixer le dioxygène, donc l'hémoglobine sera sous forme HbO2 deux fois, puisqu'il y aura 2 molécules de dioxygène qui sont fixées. Un troisième dioxygène se fixera sur la troisième sous-unité et un dernier dioxygène se fixera sur la dernière sous-unité. Et donc la forme HbO2 4 fois est dite la forme saturée à 100% et donc c'est ce qu'on appelle aussi la forme oxyhémoglobine. Et donc cette réaction est favorisée au niveau des poumons où la pression en dioxygène est importante et donc la saturation de l'hémoglobine peut atteindre 100%, c'est-à-dire 4 sites sur les 4. Par contre, au niveau des tissus, la pression en oxygène va diminuer. Donc d'abord, un premier dioxygène va se détacher d'une première sous-unité pour reformer la forme HbO2 3 fois. Puis ensuite, une autre sous-unité va libérer son dioxygène, ce qui formera la forme HbO2 2 fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la molécule d'hémoglobine soit complètement désaturée. Et donc on dit que c'est la désoxyhémoglobine quand elle est sous forme Hb tout court. Donc là, l'équation peut s'écrire lorsqu'elle est totale Hb plus 4O2 donne HbO2 4 fois. Donc Hb, c'est la désoxyhémoglobine qui ne contient aucune molécule de dioxygène. Et HbO2 4 fois, c'est l'oxyhémoglobine qui contient 4 molécules de dioxygène. Nous allons maintenant nous intéresser à la courbe de dissociation-fixation du dioxygène sur l'hémoglobine. Donc ça, c'est une courbe qui est très importante à comprendre et à interpréter. Donc le principe, c'est qu'on représente le pourcentage de saturation de l'hémoglobine, que j'écris Hg ou Hb selon les diapositives, en fonction de la pression partielle en dioxygène. Donc c'est simple, si c'est 100%, ça veut dire qu'il y a 4 sites sur les 4 qui sont occupés dans l'hémoglobine par du dioxygène. 75%, ça veut dire qu'il y a 3 sites sur les 4 qui sont occupés, 50% 2 sur les 4, 25% 1 sur les 4 et 0% 0 sur les 4. Après, on peut trouver des intermédiaires parce qu'on va faire une moyenne sur plusieurs molécules d'hémoglobine. Donc on peut trouver des chiffres qui ne sont pas ronds, par exemple 80%, ça correspond à un peu plus de 3 sites, mais parce qu'on a fait une moyenne, c'est comme quand on dit qu'il y a 2,5 enfants par femme, c'est pas possible, mais on fait une moyenne. Donc là, c'est exactement le même principe. Donc de manière toute simple, vous constatez que plus la pression partielle en dioxygène augmente, plus le taux de saturation moyen de l'hémoglobine augmente. Si la pression partielle est de 0 en dioxygène, eh ben, l'hémoglobine n'est pas du tout saturée, elle est sous forme Hb. Et plus la quantité de dioxygène augmente, puisque je vous rappelle que la pression partielle en dioxygène, ça représente en fait la quantité de dioxygène qu'il y a dans le milieu, plus cette pression augmente et plus l'hémoglobine est saturée à un taux de saturation important. Donc si l'on prend la pression partielle qui règne dans les alvéoles, qui est d'environ 14 kPa, on constate que l'hémoglobine est saturée à 100%. Donc ça veut dire que quand l'hémoglobine circule dans le sang et qu'elle arrive au niveau des poumons, eh ben, elle va fixer 4 dioxygènes qui seront ensuite transportés vers le cœur puis vers les tissus. Maintenant, on regarde la pression partielle qui règne dans les tissus. On a estimé qu'elle était d'environ 4 kPa de dioxygène. Ça veut dire qu'il y a toujours un petit peu de dioxygène, il n'y en a pas 0. Et on remarque que pour une pression partielle de 4 kPa en dioxygène, eh ben, l'hémoglobine n'est pas désaturée complètement à 0%. Elle est saturée en moyenne à 65%.
Donc ça veut dire qu'elle contient entre 2 molécules de dioxygène et 3 molécules de dioxygène. Donc l'interprétation que l'on peut faire, c'est que l'hémoglobine a fixé 4 dioxygènes au niveau des poumons, elle se déplace jusqu'au tissu, et dans les tissus, la pression partielle étant plus faible, elle va relarguer le dioxygène vers les cellules, mais elle ne va pas relarguer les 4 dioxygènes, elle va juste en relarguer 1 ou 2 en moyenne. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de réserve d'oxygène sur l'hémoglobine qui est stockée, et l'organisme, dans les conditions de fonctionnement normal, n'utilise pas tout le dioxygène qui a été fixé sur l'hémoglobine. Il y a une partie du dioxygène qui reste fixée sur l'hémoglobine et qui tourne, qui va retourner jusqu'au poumon en fait. Donc ça c'est lié à une relativement grande affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène. Donc de manière déjà simple, vous pouvez noter que plus la pression partielle en dioxygène augmente, plus l'O2 se fixe, donc va saturer l'hémoglobine. Le taux de saturation augmente vers 100% au niveau des poumons. Et quand la pression partielle en dioxygène diminue, notamment au niveau des tissus, du fait de la consommation de dioxygène par les cellules, le dioxygène va se dissocier de l'hémoglobine, mais il n'y a que 1 ou 2 dioxygène, donc 1 ou 2 molécules de dioxygène qui vont se dissocier dans les conditions normales de fonctionnement de l'organisme. Par contre, maintenant si l'on s'intéresse à ce qui se produit lorsque l'on fait un exercice physique. Lorsque l'on a fait un exercice physique, le dioxygène est consommé davantage par les cellules du tissu, notamment au niveau des muscles, et donc la pression partielle en dioxygène va beaucoup diminuer. On estime qu'elle descend vers 1-2 kPa. Et si vous regardez donc le taux de saturation de l'hémoglobine pour 1 ou 2 kPa de dioxygène, on constate qu'il est d'environ 5-10%. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus que 0 ou 1 dioxygène qui est fixé sur l'hémoglobine. Donc l'interprétation, c'est que l'hémoglobine continue, même quand on fait un exercice physique, à se saturer à 100% au niveau des poumons. Mais comme la pression partielle en dioxygène diminue davantage lorsqu'on fait un exercice physique, elle va relarguer davantage de dioxygène, ce qui fait qu'elle va pouvoir même parfois complètement se désaturer. Et en moyenne, on aura un taux de saturation de 10% au niveau des tissus. Donc l'hémoglobine constitue donc bien un réservoir qui est utilisé lorsqu'il y a une augmentation de l'exercice physique et donc de la consommation de dioxygène par les cellules. Le dioxygène va se détacher davantage de l'hémoglobine que dans les conditions de repos, ce qui fait que la saturation de l'hémoglobine ne sera plus que de 0 ou 1 dioxygène sur les 4 sites au niveau des tissus. Donc sur les 4 qui ont été pris, 3 voire 4 vont être libérés au niveau des tissus lorsqu'il y aura un exercice physique. Donc lors d'un exercice physique, la PdO2, donc la pression partielle en dioxygène, diminue sous l'inflexion. Vous voyez que la pente de la courbe n'est pas constante, il y a un moment où elle est plus importante, c'est l'inflexion. Et donc une grande quantité de dioxygène va être libérée par l'hémoglobine par rapport aux conditions de repos où il n'y en avait que 1 qui était libéré, voire 2 dioxygènes qui étaient libérés. Là, il y en aura 3 voire 4 dioxygènes qui vont être libérés par hémoglobine. Nous allons nous intéresser maintenant à la forme de cette courbe. Je vous ai parlé d'inflexion, puisque cette courbe en fait a une des propriétés particulières, on dit qu'elle est sigmoïde, elle forme une forme de S. Alors si le raisonnement était simple, on pourrait tracer une courbe de la manière suivante, le pourcentage de saturation en fonction de la pression partielle en O2, plus j'augmente la pression partielle en O2, plus j'augmente le pourcentage de saturation de manière linéaire. Or, vous voyez que ce n'est pas ce type de courbe que l'on obtient. On obtient une courbe un peu plus compliquée en forme de S et la pente de la courbe varie. En fait, on a 3 zones. La première partie de la courbe où la pente est faible. Ensuite, la deuxième partie où la pente est forte. Et vers la fin, la pente redevient faible. Donc, c'est ça qu'on appelle une courbe sigmoïde. Et donc ça traduit ce qu'on appelle un changement d'affinité, c'est-à-dire de capacité à fixer le dioxygène en fonction de la pression partielle en oxygène. Donc lorsque l'on est avec des faibles pressions en dioxygène, donc au début de la courbe, on voit que le taux de saturation augmente légèrement quand on augmente la pression partielle en dioxygène. Donc la pente de la courbe est faible. Donc ça veut dire que l'hémoglobine fixe difficilement le dioxygène. Donc elle a une faible affinité pour le dioxygène. Donc ça c'est la première partie de la courbe. Mais cette affinité va changer. En effet, si l'on regarde la deuxième partie de la courbe, notamment entre 2 et 5 kPa, on constate cette fois-ci que le taux de saturation, qui n'était passé que de 0 à 20%,
va passer cette fois-ci de 20 à 80% pour une même variation de 2 kPa. Donc là, cette fois-ci, la pente de la courbe est beaucoup plus importante, donc ça veut dire que l'hémoglobine fixe facilement le dioxygène et donc se sature rapidement pour de faibles variations en pression partielle en dioxygène. Donc autrement dit, l'affinité de l'hémoglobine est beaucoup plus importante pour ces quantités de dioxygène. Donc, une autre interprétation, c'est qu'une fois que l'hémoglobine a fixé un dioxygène, qu'elle a atteint un taux de saturation d'environ 25%, elle va être capable de fixer davantage et plus facilement le dioxygène avec une affinité plus importante et donc la saturation va augmenter beaucoup plus vite pour de faibles variations en pression partielle en dioxygène. Donc dans la dernière partie de la courbe, vous constatez que la pente redevient à nouveau faible, elle est représentée en pointillé. Donc ça veut dire que la saturation augmente lentement suite à des augmentations de la pression partielle en dioxygène. Mais finalement, la lecture doit plutôt se faire en sens inverse. Si on regarde pour la pression partielle en dioxygène qui règne dans les alvéoles, qui est de 14 kPa, l'hémoglobine est saturée à 100%. Et pour qu'elle libère un des dioxygènes et qu'elle atteigne un taux de saturation à 75%, il faut que la pression partielle en dioxygène atteigne 5 kPa, donc passe de 14 à 5 kPa. Donc ça veut dire qu'il faut une forte variation de la pression partielle en dioxygène pour que l'hémoglobine libère un de ces dioxygènes. Donc autrement dit, dans cette partie de la courbe, l'hémoglobine fixe fortement le dioxygène et ne le libère pas facilement. Et il faut donc de fortes variations de pression partielle en dioxygène pour que la saturation passe à 75% au lieu de 100%. Ceci nous amène à une notion très importante qui est la notion d'allostérie. Cette propriété de changement de l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène, en fonction de la concentration en dioxygène dans le milieu, est appelée l'allostérie. Et donc c'est représenté par ces courbes qui sont sigmoïdes. Donc l'allostérie, c'est un mode de régulation de l'activité d'une protéine par lequel la fixation d'une molécule sur un site modifie les conditions de fixation d'une autre molécule sur les autres sites de fixation. Donc on parle de coopérativité positive entre les sous-unités. Donc si on reprend la courbe de saturation de l'hémoglobine, on a vu que jusqu'à un taux de saturation de 25%, c'est-à-dire tant que l'hémoglobine n'a pas fixé un dioxygène, le taux de saturation augmente doucement. Donc c'est-à-dire que l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène est faible. Mais une fois que l'hémoglobine a fixé un dioxygène sur les 4, alors l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène va augmenter, ce qui fait que cela va faciliter la fixation des autres dioxygènes sur les 3 autres sites de fixation. Et donc c'est ça qu'on appelle la coopérativité entre les sous-unités ou l'allostérie. Donc comment ça s'explique au niveau moléculaire? Quand une molécule d'hémoglobine fixe un dioxygène, cette première réaction est difficile parce que la molécule est dans une conformation, c'est-à-dire dans une forme dans l'espace qui rend l'accès du dioxygène à l'hémoglobine difficile. Mais une fois qu'elle a fixé un dioxygène, elle va changer de conformation, c'est-à-dire changer de forme, et cela va faciliter la fixation des autres dioxygènes sur les autres sites de fixation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'allostérie et qui est une propriété qui existe uniquement dans les protéines à structure quaternaire. Donc si un des dioxygènes se fixe sur l'hème d'une globine, alors cela facilite la fixation des autres dioxygènes sur les autres sous-unités. On dit donc que l'hémoglobine a une courbe sigmoïde ou allostérique qui est différente donc des molécules qui sont formées d'une seule sous-unité qui ne peuvent pas avoir ce comportement allostérique, donc ce changement d'affinité. Et donc dans ce cas-là, la pente va toujours être la même et une fois que la saturation de 100% sera atteinte, on aura beau augmenter la quantité de dioxygène, on aura toujours 100% de saturation. Donc ce sera donc des courbes michaéliennes que l'on peut observer dans le cadre de la myoglobine. Et par contre, l'hémoglobine, elle a une pente qui varie en fonction du taux de dioxygène. Et ça, c'est une courbe sigmoïde typique d'une protéine allostérique. Alors maintenant, essayons de comprendre ce changement d'affinité. Donc je vous ai dit que c'était lié à un changement de conformation. Donc la conformation, on en a déjà parlé pour les récepteurs aux hormones, ce sont des modifications de la forme dans l'espace, de la structure tridimensionnelle de l'espace d'une molécule. Et donc l'allostérie, ça correspond à un changement de forme dans l'espace de l'hémoglobine. Lorsque l'hémoglobine est sous forme désoxygénée, donc HB, donc elle ne contient aucun dioxygène.
elle est sous forme tendue. Et cette conformation, cette forme, rend la fixation du dioxygène difficile sur une des sous-unités. Mais à partir du moment où un dioxygène arrive tant bien que mal à se fixer sur un des M, eh bien la molécule va changer de forme et va passer de sa forme tendue qui est à gauche à sa forme relâchée qui est à droite et qui va être plus lâche comme son nom l'indique et qui va permettre de fixer plus facilement les autres dioxygènes sur les autres sous-unités et donc le taux de saturation va augmenter rapidement à 100% ou en tout cas à 75%. Donc l'hémoglobine, elle oscille toujours entre ces deux conformations, ces deux formes, la forme tendue ayant une faible affinité pour le dioxygène et la forme relâchée ayant une forte affinité pour le dioxygène. Donc c'est cette fixation du dioxygène qui induit ce changement de conformation, notamment en rompant des liaisons faibles, des liaisons hydrogènes par exemple, des liaisons ioniques, et en assurant la formation d'autres liaisons qui vont permettre à la molécule d'adopter une autre structure dans l'espace plus propice à fixer le dioxygène. Donc revenons sur cette comparaison entre la myoglobine et l'hémoglobine. La myoglobine, c'est un pigment respiratoire qui existe dans notre corps, qui est formé d'une seule globine, avec un M, que l'on trouve dans les muscles, et qui va servir à fixer le dioxygène à l'intérieur des muscles. Alors que l'hémoglobine, donc c'est le pigment qui est formé de 4 globines, enfin 4 sous-unités, et qui a un rôle de transport du dioxygène. Donc la myoglobine, elle a une courbe de saturation qui est michaélienne, dont la pente est très importante. Vous voyez qu'elle va se saturer très vite à 100% pour de faibles variations en pression partielle en dioxygène. C'est la courbe qui est en violet. Donc, si on regarde pour une pression partielle en dioxygène de 3 kPa, la myoglobine est déjà presque saturée à 100% et cette augmentation se fait de manière linéaire. Ça ne se voit pas trop sur cette courbe parce que l'échelle n'est pas assez fine au niveau des pressions partielles en dioxygène faible. Mais donc c'est une pente qui est constante et qui ne varie pas, donc qui montre qu'il n'y a pas de changement d'affinité de la myoglobine pour l'oxygène en fonction de la concentration d'oxygène, puisque c'est une seule sous-unité, il ne peut pas y avoir de coopération entre les sous-unités. Par contre, la courbe de saturation de l'hémoglobine, elle est sigmoïde. On a une pente faible, puis une pente forte, puis une pente faible. Et donc ça prouve son comportement allostérique et la coopérativité entre les sous-unités. Maintenant, il est possible du coup d'estimer quel va être le transfert de dioxygène entre les deux protéines en fonction de leur affinité. Donc si vous regardez, on va calculer ce qu'on appelle la P50 qui est représentée sur ce graphe. La P50, c'est la pression partielle en dioxygène qui induit 50% de saturation de la molécule. Donc on prend l'axe des ordonnées, on regarde quel est l'axe des 50% et ensuite on reporte sur la courbe les 50% et on regarde pour quelle pression partielle en dioxygène ces 50% de saturation sont atteints. Et on constate donc que la myoglobine va être saturée à 50%. Ça veut dire que si on prend une population de myoglobine, il y en aura donc 50% qui auront fixé un dioxygène et 50% qui n'en auront pas fixé. C'est un raisonnement différent puisqu'il n'y a qu'une seule sous-unité. Et donc on constate que la myoglobine elle est saturée à 50% pour une pression partielle en dioxygène de 1 kPa. Alors que pour l'hémoglobine, il faut atteindre à peu près 4 kPa sur ce graphe pour que l'hémoglobine soit saturée à 50%. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la molécule qui a la plus forte affinité pour l'oxygène? Je vous laisse réfléchir un petit peu. À votre avis, est-ce que c'est la myoglobine ou l'hémoglobine? Donc c'est la myoglobine, puisque de petites concentrations en dioxygène, à 2 kPa, suffisent à la saturer à 50%, alors qu'il faut 4 kPa pour arriver à saturer l'hémoglobine à 50%. Donc le P50 permet d'estimer l'affinité d'une molécule pour le dioxygène. Ici, la P50 de la myoglobine est plus faible que celle de l'hémoglobine, donc ça veut dire que la myoglobine a une plus forte affinité pour le dioxygène que l'hémoglobine. Donc autrement dit, la P50 et l'affinité, c'est en sens inverse. Plus la P50 est faible, plus l'affinité de la protéine, donc la myoglobine ou l'hémoglobine pour le dioxygène, est importante. Et donc vous voyez qu'une molécule qui est allostérique a une plus faible affinité qu'une molécule qui est non allostérique. Donc ça, c'est un rôle fonctionnel important puisque l'hémoglobine, c'est important finalement qu'elle ait une affinité relativement faible puisqu'elle doit être capable non seulement de le fixer
au niveau des poumons. Donc à 13 kPa, elle va le fixer et être saturée à 100%. Mais il faut qu'elle soit aussi capable de le libérer. Donc au niveau des poumons, on a vu que la pression partielle était d'environ 4 kPa. Si on utilisait la myoglobine pour faire le transport du dioxygène, la myoglobine libérée, elle reste saturée à 90%. Donc ça veut dire qu'elle libérait moins de 1 oxygène en moyenne pour les tissus. Tandis que là, l'hémoglobine, on a vu qu'elle en libérait 2, voire 4 lorsqu'il y a un exercice physique qui se produit. Donc l'hémoglobine, finalement, c'est une évolution vers l'allostérie qui a été sélectionnée, puisque ça permet de trouver un compromis dans l'affinité des molécules. Il faut que la molécule elle soit capable de fixer le dioxygène, mais aussi elle soit capable de le libérer, donc elle n'ait pas une trop grande affinité pour le dioxygène. Donc voilà pourquoi c'est l'hémoglobine qui sert de transporteur de dioxygène dans le sang, et c'est pas la myoglobine. Donc pour résumer cette diapositive, on peut estimer l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène en utilisant les courbes de saturation. Donc l'affinité, c'est la force de fixation du dioxygène par l'hémoglobine. Et elle est estimée donc par la P50. La P50, c'est la valeur de la pression partielle en dioxygène pour laquelle le taux de saturation est de 50%. Et l'on a donc vu que plus la P50 est faible, plus la molécule est affine pour le dioxygène. Donc la myoglobine est beaucoup plus affine pour le dioxygène que l'hémoglobine. Donc l'allostérie, c'est une propriété qui va diminuer globalement l'affinité de la molécule, donc de l'hémoglobine pour le dioxygène. Ça a été sélectionné au cours de l'évolution pour assurer le transport du dioxygène et également sa libération au niveau des tissus. Et donc au niveau des tissus, comme l'hémoglobine est moins affine que la myoglobine, et naturellement le dioxygène va passer du sang où il est fixé à l'hémoglobine, vers la myoglobine dans les tissus. Par cette différence d'affinité, c'est la myoglobine qui va plus facilement fixer au niveau des tissus le dioxygène. Voici donc pour les différents mécanismes de transport de l'oxygène. Il est transporté majoritairement sous forme liée à l'hémoglobine et très minoritairement sous forme dissoute dans le plasma. Maintenant, nous allons nous intéresser dans cette dernière partie au transport du CO2. Ça va être beaucoup plus rapide puisque c'est plus simple au niveau des propriétés, notamment il n'y a pas toutes ces propriétés d'allostérie à étudier. Donc le CO2 est transporté en fait sous 3 formes dans le plasma et dans les globules rouges. Il peut être transporté sous forme dissoute dans le plasma puisqu'il est plus soluble dans le sang que le dioxygène. Mais sa forme de transport majoritaire, c'est la forme hydrogénocarbonate, c'est-à-dire qu'il va réagir avec l'eau pour former donc un ion hydrogénocarbonate HCO3-. Alors cette réaction, elle peut se produire aussi bien dans le plasma que dans les cellules, dans les érythrocytes. Mais dans les érythrocytes, cette réaction est plus rapide puisqu'il y a une enzyme, l'anhydrase carbonique, qui va faciliter cette réaction entre le CO2 et l'H2O pour former les ions hydrogénocarbonate HCO3-. Alors ces ions, ils sont capables de fixer des protons et ils ont un rôle notamment dans la régulation du pH plasmatique et à l'intérieur des cellules. Donc nous n'irons pas dans ce détail. Alors la dernière forme de transport, qui n'existe cette fois-ci que dans les cellules, c'est sous la forme liée à l'hémoglobine, pour former ce qu'on appelle la carbhémoglobine. Alors attention, cette fixation ne se fait pas au niveau de l'hème, elle se fait au niveau des globines, c'est-à-dire sur les protéines en se liant à des acides aminés. Donc c'est une forme différente. Et on a pu montrer notamment que la fixation du CO2 sur la globine diminuait l'affinité de l'hémoglobine pour le dioxygène et donc facilite la libération du dioxygène. Donc dans les tissus, il y a une forte concentration en CO2 qui va se fixer au niveau des globines de l'hémoglobine et donc l'hémoglobine va plus facilement libérer le dioxygène suite à cette fixation du CO2. C'est un effet très important. Donc voilà, on va résumer ça dans la dernière diapositive de manière assez rapide. Donc le CO2 est plus soluble dans l'eau que le dioxygène. Ensuite, sa vitesse de diffusion, c'est-à-dire de déplacement, est plus grande. Donc ce qui fait que le transport du CO2 ne dépend pas autant des pigments respiratoires. Donc les 3 formes de transport sont la forme dissoute dans le plasma qui représente 7 à 10% du volume de CO2 qui est transporté dans le plasma.
Ça peut être également dissous dans le cytoplasme des cellules. Et le reste va donc rentrer dans les hématies et va se combiner avec l'hémoglobine pour former la carbhémoglobine en se liant à des acides aminés de la globine, mais ne va pas se lier au Fe2+ de l'hème. Et on estime qu'il y a à peu près 23% de CO2 qui est transporté sous cette forme combinée à l'hémoglobine. La forme majoritaire est l'ion hydrogénocarbonate qui est formé par réaction du CO2 avec l'H2O. On estime qu'il y a à peu près 70% du CO2 qui est transporté sous cette forme. Donc il peut se former dans le plasma, mais cette vitesse de réaction et de formation est favorisée dans les hématies grâce à une enzyme qui est l'anhydrase carbonique. Donc l'anhydrase carbonique, elle accélère la vitesse de la réaction dans les hématies et ensuite cet ion hydrogénocarbonate qui est formé dans les hématies peut sortir des hématies et s'accumuler dans le plasma où il va réguler le pH du plasma. Donc la réaction qui est catalysée par l'anhydrase carbonique, c'est le CO2 dissous plus de l'eau, forme donc un acide, l'H2CO3, qui se dissocie en H+, plus HCO3-, les ions hydrogénocarbonate étant les ions HCO3-. Donc cette réaction, elle se déroule dans le plasma, mais elle est beaucoup plus lente que dans les cellules, puisqu'il n'y a pas d'anhydrase carbonique. Et donc l'HCO3- qui est formé dans les cellules est capable de sortir des cellules et de s'accumuler dans le plasma. Voici la fin de ce thème 3 sur la circulation et la respiration. Je vous laisse vous entraîner sur cette partie du cours sur les pigments respiratoires et le transport des gaz respiratoires dans le sang avec ces petits quiz. À bientôt!